Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons aborder quelques notions de cinématique, la cinématique du point. Alors ce que l'on appelle la cinématique c'est l'étude des mouvements, d'un objet. Voilà. Donc étude du mouvement, alors cinéma, hein, vous retrouvez la racine cinéma. Cinéma, au départ, hein, succession de photographies qui crée l'illusion du mouvement. Hein. Donc étude du mouvement d'un objet. Alors, je ne vous parlerai dans cette partie uniquement de la cinématique du point. Alors, cinématique du point, ça veut dire qu'on étudiera le mouvement d'un point. Autrement dit, pour simplifier les choses, hein, tous les objets que l'on va étudier seront assimilés à un point. Alors, ce point, évidemment, ce sera très souvent hein, le centre de gravité de l'objet. Donc le centre de gravité que l'on va noter G, hein, qui correspond au centre de l'objet. Hein, si on a un objet de forme quelconque, eh bien, on pourra assimiler cet objet au centre de gravité G. Donc voilà, voilà à quoi on va uniquement s'intéresser dans votre programme. Hein. On ne s'intéressera qu'à un point, donc le centre de gravité. Évidemment, si l'objet est en déplacement, c'est beaucoup plus compliqué d'étudier l'objet dans son ensemble, hein, puisque l'objet peut tourner en plus sur lui-même, donc ça complique évidemment beaucoup les choses. On considérera aussi que cet objet possède une masse notée M minuscule. Hein. Donc, ce qui veut dire que on considérera que toute la masse de cet objet est concentrée, est située sur le point, donc sur le centre de gravité. Voilà. Donc, un centre de gravité de masse M. Alors, c'est pas très cohérent de dire qu'un point possède une masse, hein, mais pour simplifier les choses, et vous verrez que finalement que les résultats que l'on va trouver, que les résultats des études que l'on va faire seront relativement proches de la réalité. Alors, pour faire ces études de mouvement, mouvement d'objet, mouvement alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une voiture, ça peut être un nuage, enfin bon, voilà, n'importe quel objet, on aura l'occasion de voir différents exemples. Il va falloir définir ce qu'on appelle un référentiel. Autrement dit, quand on étudie le mouvement d'un objet, c'est toujours par rapport à une référence qu'on appelle donc le référentiel. Hein, la notion de mouvement, on dit que le mouvement d'un objet est relatif. Le mouvement est relatif. Alors relatif par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel. Par exemple, en ce moment, on peut considérer que, si vous êtes en train de m'écouter devant votre écran d'ordinateur ou votre téléphone, je ne sais pas, vous pouvez considérer que vous êtes au repos par rapport à l'ordinateur, par rapport à l'écran d'ordinateur. Donc, on peut dire que vous possédez un mouvement de repos. Mais, je peux très bien dire que vous êtes, cette fois-ci, en mouvement. Alors, en mouvement, par rapport à quoi? Par rapport au Soleil. Hein, vous êtes sur la Terre est en train de se déplacer autour du Soleil, vous êtes vous aussi en mouvement par rapport au Soleil. Donc, vous voyez que la nature du mouvement dépend du référentiel. Voilà pourquoi on dit que la nature du mouvement, le mouvement est relatif. Alors, les référentiels, il en existe plusieurs. Celui que l'on prendra dans la majeure partie de nos études, c'est le référentiel terrestre. Autrement dit, la Terre. Donc voilà notre référentiel d'études. Toutes les études que l'on va traiter hein, dans votre programme seront toujours faites par rapport au référentiel terrestre, par rapport, alors parfois on dit par rapport au sol, hein, le sol. Voilà. Donc effectivement quand on dit le sol c'est la Terre, donc référentiel terrestre. Ce référentiel, cette étude dans ce référentiel terrestre pour étudier, étudier le mouvement, ça veut dire plein de choses. Hein. Étudier le mouvement d'un objet, ça peut signifier
étudier la position de l'objet. Donc où est situé l'objet au cours de son mouvement, déterminer sa position. On pourra aussi déterminer sa vitesse, c'est-à-dire qu'un objet est en train de se déplacer, mais à quelle vitesse, dans quel sens, où est-ce qu'il va. Et enfin, vous le verrez dans la suite, on va pouvoir aussi déterminer son accélération. Donc à partir de sa position, sa vitesse et donc son accélération, on peut connaître, on a toutes les caractéristiques du mouvement d'un objet. Alors c'est pratique, vous verrez, ça nous servira par exemple à faire des projections. Alors projections ou des suppositions ou des prédictions, hein, quand on fait de la météorologie et que l'on veut prévoir le mouvement des nuages par exemple. Hein, si je veux savoir dans quelle direction se dirige un nuage pour pouvoir prévoir s'il va pleuvoir ou pas, il me faut évidemment la position de l'orage, il me faut sa vitesse, savoir dans quelle direction il est en train de se déplacer, et puis il me faut aussi son accélération. Vous verrez ça, on va détailler ça un petit peu plus tard. Alors pour étudier donc le mouvement d'un objet dans un référentiel, dans ce référentiel, pour trouver la position de cet objet, il va évidemment falloir connaître les coordonnées de cet objet, les coordonnées du point. Pour trouver les coordonnées, cela implique que l'on va devoir travailler dans un repère. Alors le repère sera défini par trois axes orientés. Alors des repères, il n'en existe pas, des types de repères, il n'en existe pas. Celui que l'on utilisera, vous verrez, on en utilisera essentiellement deux. Le principal, c'est ce qu'on appelle le repère cartésien. Alors, ce repère cartésien, on va faire des études donc, de mouvement d'objets dans un repère cartésien orthonormé. Alors, ça veut dire quoi tout ça? On va étudier donc le repère cartésien constitué de trois axes. Ces trois axes vont être perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Je les représente ici en 3 dimensions. Alors, on va avoir l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Alors, ce qui va évidemment avec le centre du repère qui est le centre O. Donc trois axes qui vont définir donc trois coordonnées qu'on appelle couramment l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Alors en fait ces axes sont caractérisés, vont être gradués et vont être représentés caractérisés par des vecteurs qu'on appelle des vecteurs unitaires. Pour l'axe OX, le vecteur unitaire que je représente ici en rouge sera le vecteur I. Alors le vecteur I, c'est un vecteur qui permet d'orienter l'axe X, donc j'ai une direction, j'ai un sens. Ce vecteur est unitaire, pourquoi? Parce que la longueur de ce vecteur sera prise égale à 1. Alors en mathématiques, on note de la façon suivante, la norme du vecteur I, la norme du vecteur I, autrement dit sa longueur, est égale à 1. On va faire pareil pour l'axe OY, qui sera, lui, caractérisé par et porté par le vecteur J. Et on va faire la même chose pour l'axe OZ, qui sera, lui, caractérisé et porté par le vecteur K. Donc, le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K sont donc des vecteurs unitaires. Alors, orthonormés, pourquoi? Parce que ces trois vecteurs I, J et K sont perpendiculaires 2 à 2. Donc on a bien un angle droit, alors un premier angle droit ici, deuxième angle droit ici, puis donc troisième angle droit ici. Donc ces trois vecteurs sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Alors on va pouvoir maintenant repérer un point dans l'espace, donc ça caractérise un repère évidemment en 3 dimensions. Donc 3 dimensions, j'ai ici les caractéristiques d'un espace à 3 dimensions. On va donc pouvoir repérer la position d'un point dans cet espace, que je vais représenter ici en vert,
Pour représenter et pour caractériser la position du point M, je peux représenter et caractériser et trouver la position du point M, évidemment, par rapport au centre du repère. Alors, si je trace le vecteur entre le centre du repère O et le point M, je suis en train de dessiner ici en vert le vecteur OM. Ce vecteur OM, si je sais représenter le vecteur OM, ça veut dire que je sais où est situé le point M. Si le point M se met à bouger, le vecteur OM lui aussi va bouger, mais si à chaque instant je peux représenter et je sais où est le vecteur OM, ça veut dire que je sais où est le point M. Pour caractériser, pour trouver ce vecteur OM, on va pouvoir utiliser les coordonnées de ce vecteur. Alors c'est quoi les coordonnées d'un vecteur? Les coordonnées d'un vecteur, ce sont tout simplement les projections orthogonales de ce vecteur sur les axes. Alors regardez ici, hein, si je fais une première projection du point M dans le plan X, O, Y, je tombe sur ce point ici. Maintenant, si on fait la projection orthogonale de ce point sur les axes OX et OY, eh bien, on va tomber sur les coordonnées de ce vecteur. Autrement dit, ici, j'ai la coordonnée Y du point M, ou du vecteur OM. Ici, j'ai la coordonnée X du point M. Et enfin, si je projette directement mon point M de façon orthogonale sur l'axe OZ, eh bien ici, j'ai la coordonnée ZM, donc du point M. Alors, on pourra et on va assimiler finalement la coordonnée du vecteur et la coordonnée du point. Dans ce repère, hein, c'est la même chose. Alors, vous voyez ici, je représente bien mes angles droits pour bien montrer les projections orthogonales. Donc on pourra dire que les coordonnées du vecteur OM, alors les coordonnées du vecteur OM, on peut les représenter comme ceci. On écrit le vecteur OM, on trace une barre verticale et on écrit X, M, Y, M, Z, M. Voilà les coordonnées du vecteur OM. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que le vecteur OM, il est égal à X, donc sa coordonnée, portée par le vecteur I. Hein, autrement dit, si je prends X fois le vecteur I, j'arrive ici. Ensuite, je vais faire Y fois le vecteur J. Donc je reprends, je suis parti de 0, je fais X fois le vecteur I, je suis ici. Y fois le vecteur J, j'arrive ici. Et ensuite, pour arriver au point M, il va falloir rajouter Z fois le vecteur K. Donc X fois le vecteur I, Y fois le vecteur J, et Z fois le vecteur A. Je suis parti du point O et j'arrive au point M. Ce sont bien les coordonnées du vecteur OM. Alors, je vous ai dit, hein, finalement, la coordonnée de ce vecteur, ça revient aussi à la coordonnée du point M. Hein. Donc, pour repérer le point M, j'ai tout simplement besoin des coordonnées du vecteur OM. Hein. Donc, ces coordonnées, on les écrira tout simplement, alors si c'est un point M, X, Y et Z. X, Y, Z sont les coordonnées du point M, puisque ce sont les coordonnées du vecteur OM. Alors, avec une petite subtilité, c'est que quand le point M va être en mouvement, eh bien, ces coordonnées vont dépendre du temps. Hein, on parle d'un espace à 3 dimensions, mais attention, pour un objet en mouvement, il y a une 4e dimension qui est le temps. Ça signifie que la coordonnée x du point M va dépendre du temps. Donc ce sera une fonction du temps. Voilà pourquoi on n'écrira pas x, mais x de t, y de t et z de t. Hein, je vous rappelle qu'en mathématiques, quand vous écrivez, pardon, pas x, mais y est égal à f de x, ça veut dire quoi en maths? Ça veut dire que y est fonction de x. Hein, en français, y dépend de x. Autrement dit, en mathématiques, ce qui varie, c'est x. La variable, c'est x. Alors attention, parce que si en mathématiques la variable c'est x, en physique, on est sûr qu'il y a quelque chose qui varie tout le temps, c'est le temps. Donc la variable, ce ne sera pas x, ce sera le temps, que j'ai bien représenté ici en rouge. Et qu'est-ce qui dépend du temps?
eh ben, la coordonnée x dépend du temps, la coordonnée y dépend du temps, et la coordonnée z dépend du temps. Voilà donc pourquoi on procédera hein, et on représentera les coordonnées x, y, z toujours hein, en fonction du temps. Ce sont des fonctions du temps. Ces fonctions du temps, ces trois fonctions du temps, x, y, x de t, y de t, z de t, on leur donne un nom, c'est ce qu'on appelle aussi des équations horaires. Alors équations, parce qu'elles vont ressembler à des équations, et des équations horaires parce que vous voyez que la variable qui va intervenir ici, dans ces équations horaires, eh bien c'est le temps. Alors je vais tout de suite vous donner un exemple. Par exemple, on pourrait très bien avoir un vecteur OM dont les coordonnées sont les suivantes. X pourrait être égal à 2t plus 3, y pourrait par exemple être égal à 4t plus 2. Et puis z, tiens, par exemple, pourrait très bien être égal à 0. Alors ça veut dire quoi ce truc-là? Si z est égal à 0, cela signifie que, hein, si je vous remontre le repère, si z est égal à 0, cela signifie que le mouvement va avoir lieu dans le plan OX, Y. Donc le point va se déplacer uniquement dans le plan OX, Y. Maintenant, comment varient les variables et les coordonnées de ce point? Elles varient en fonction du temps. Alors vous voyez ici, selon deux fonctions, 2t plus 3, 4t plus 2, ce sont deux fonctions affines. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je veux savoir par exemple où est le point à l'instant t, alors je sais pas moi, par exemple à l'instant t est égal à 2 secondes, où est situé le point m à l'instant t égale 2 secondes? Vous remplacez t par 2 dans ces équations, hein, et vous allez avoir x égale 7, vous allez avoir y égale 10, et toujours z égale 0. Voilà. Donc à l'instant t égale 2 secondes, je sais que les coordonnées du point m, sont celles-ci. Un instant plus tard, 3 secondes plus tard, pareil, hein, vous refaites vos calculs et vous aurez la position de votre point M. Donc vous voyez que à chaque date, à chaque instant t, vous allez pouvoir retrouver la position du point M. Alors par exemple, hein, imaginons voilà un point M qui serait ici, un instant plus tard il est ici, un instant plus tard il est là, un instant plus tard il est là, etc. Donc vous voyez que l'on va pouvoir positionner le point M au cours du temps. Alors, vous voyez que l'ensemble de ces positions va décrire une courbe. Cette courbe, on va lui donner un nom. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle la trajectoire du point M. Si on relie tous les points, toutes les positions successives, on va obtenir l'équation de la trajectoire. Hein, donc, c'est ce qu'on va noter, c'est ce que je vais noter ici. Hein. Donc, ce qu'on appelle la trajectoire du point. La trajectoire du point, c'est tout simplement la succession des positions, donc des positions du point au cours du temps. Voilà ce qu'on appelle, voilà ce qu'on va appeler la trajectoire du point. Alors, ce qu'on peut vous demander dans certains exercices, c'est de trouver l'équation de cette trajectoire. Alors en 3 dimensions, ça se fait, ce sera un petit peu compliqué. On pourrait le faire de façon très simple si le mouvement a lieu dans un plan, hein, si le mouvement est plan. Alors c'est le cas de l'exemple précédent. Hein. Je vous remets les équations horaires de mon exemple précédent. Alors j'avais pris x est égal à 2t plus 3 et y est égal à 4t plus 2. Alors si on veut obtenir, si la question posée est quelle est l'équation de la trajectoire, alors l'équation de la trajectoire, si cette trajectoire a lieu dans le plan x, o, y, l'équation de la trajectoire, ça peut très bien être une équation du type y égale f de x. Comment varie y en fonction de x? Et là, j'ai l'équation de la trajectoire. Pourquoi? Parce que si je connais cette fonction, si vous avez votre calculatrice, vous tapez votre fonction et vous allez avoir la courbe. La courbe que vous allez obtenir sera la trajectoire. Donc, pour obtenir cette équation de trajectoire en
en exprimant uniquement y en fonction de x, vous voyez que dans ce système-là, il va falloir éliminer une variable. Cette variable qu'il va falloir éliminer, c'est le temps. Vous avez donc ici un système de deux équations, dans laquelle vous avez le paramètre t qu'il va falloir éliminer. Alors il y a une méthode en maths pour éliminer ce paramètre-là, c'est la méthode de substitution, pour résoudre ce système de deux équations. Vous pouvez exprimer le temps t. Alors vous voyez que vous avez deux équations, je vais les numéroter. Vous avez la numéro 1 ici, la numéro 2 ici. Donc dans la numéro 1, vous allez exprimer le temps t. Donc ici, t sera égal à x moins 3 divisé par 2. Une fois que vous avez cette expression de t, eh bien vous allez injecter cette expression de t dans l'équation numéro 2. Donc dans l'équation numéro 2, on a y égale 4t. Donc là, vous remplacez t par x moins 3 divisé par 2 plus 2. Et là, vous voyez que vous avez une équation où vous avez uniquement y et x. Vous avez bien y en fonction de x. Donc ensuite vous développez. Donc 4 ici, le 4 divisé par 2, il va rester 2. Donc on va avoir 2x moins 6 plus 2. Autrement dit, 2x moins 4. Donc l'équation de la trajectoire correspondant à ces équations horaires est y est égal à 2x moins 4. Alors, pourquoi tout ça? Les équations horaires. Les équations horaires, si par exemple on repère un point avec un GPS au cours du temps, le GPS va nous donner des coordonnées de points. Voilà. Et on peut faire un relevé à intervalles de temps réguliers. On va obtenir toute une succession de valeurs de x et de valeurs de y. Ensuite, on peut avoir un traitement logiciel qui va nous dire, voilà, x varie en fonction du temps selon cette équation-là, selon les équations horaires. Une fois que l'on a trouvé les variations de coordonnées en fonction du temps, on va pouvoir trouver l'équation de la trajectoire. Donc vous voyez qu'à partir d'un simple relevé de coordonnées au cours du temps, un relevé de coordonnées c'est facile à faire avec un GPS, avec un simple relevé de coordonnées, on va pouvoir retrouver l'équation d'une trajectoire. Et là, ça y est, on fait de la cinématique. On va décrire le mouvement d'un objet. À partir de ces coordonnées, on va pouvoir ici déterminer la trajectoire.